Alors, pour ce qui est venu, je vous ai déjà présenté ça, je vais insister sur autre chose. Mais la définition de la formation, j'ai des objectifs professionnels et j'ai un parcours pédagogique qui me permet de développer ces compétences. Bon, traduction concrète, c'est tout. Hein. On reconnaît la formation à ces deux éléments. Si j'ai ça, tout va bien. Traduction concrète. Je pourrais avoir des formations dans lesquelles je n'ai plus de formateur, mais par contre, il me faut un humain. Vous voyez la différence entre vendre du matériel et vendre une prestation. Si je vends une prestation, ça veut dire qu'il y a un humain qui intervient, au minimum pour la coordonner, pour la suivre, pour l'évaluer, pour vérifier que tout se passe bien, etc. Mais une formation qui aurait un contenu sans travail avec un formateur, mais avec quelqu'un qui suit le parcours, ça pourrait faire une formation. Je vais vous montrer quelques exemples. Deuxièmement, vous supprimez le programme. Alors, c'est quand même un changement, parce que jusqu'à présent, les deux piliers de la formation, c'était il faut un formateur et un programme. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas avoir de formation. Là, on vous dit, non, ce n'est pas les éléments indispensables. L'élément indispensable, c'est la finalité. Est-ce qu'on est bien sur quelque chose qui a principalement pour objectif de faire acquérir des compétences? Et deuxièmement, c'est le contenu. Et le contenu, il peut être diversifié et il peut, vous voyez, mettre à disposition des choses très différentes. Il peut mettre à disposition des ressources, il peut passer des commandes. Les gens réalisent, vous êtes bien placés dans votre secteur, les chefs-d'œuvre des compagnons, c'est je me forme en réalisant un objet. Et j'ai bien besoin, pour la réalisation, de me former, d'apprendre des choses, etc. Eh bien, je peux me former en produisant quelque chose que je n'ai jamais fait. Je peux avoir des temps de travail collectif, individuel, etc. Bref, ce qui se substitue au programme, c'est le contenu. En fait, c'est le contenu du parcours. C'est le parcours pédagogique, il est composé de quoi? Les gens, on va leur demander de faire quoi? Ils vont travailler comment? Alors, je peux avoir des temps formateurs, pas de problème, mais je peux aussi avoir des temps totalement différenciés qui ne sont plus nécessairement des temps formateurs. Par contre, il faudra toujours au minimum, alors appelez-le comme vous voulez, un coordonnateur, un tuteur, un accompagnant, enfin peu importe, un formateur si vous voulez, mais c'est plus, vous voyez la différence, c'est plus forcément lui qui transmet, ça peut être le cas, mais c'est plus forcément lui qui transmet, on est dans un dispositif qui permet aux gens d'acquérir. Dans ce cadre-là, il y a une action alors, qui est nouvellement reconnue, mais qui n'est pas nouvelle. Mais on avait quand même une réglementation, c'est-à-dire qu'on avait quand même des textes qui nous disaient normalement, la formation, ça ne se fait pas en situation de travail. C'est quand même le principe, hein, dans le code, un texte, un décret qui nous disait la formation doit se faire dans un lieu distinct de la production. On ne peut pas mélanger les deux. Et si jamais on mélange les deux, ce n'est pas totalement exclu, il faut prévenir, ça ne peut se faire qu'après qu'on ait informé les représentants du personnel, etc. Bon, on sent bien la suspicion, vous voyez. Si vous mélangez la formation et le travail, ça ne va plus être de la formation, ça va être du travail. Il faut quand même tenir compte que depuis 2002, on nous dit que le travail apporte des compétences, et c'est la VE quand même. C'est que le travail est une voie pour accéder à la compétence, comme la formation est une voie. Et donc, on refait quand même le lien entre les deux, et on nous dit, bah oui, le travail peut être formateur, et il peut être d'autant plus formateur si on l'organise pour qu'il le soit. C'est-à-dire, je ne mets pas simplement les gens en situation, j'organise cette mise en situation. Donc, je définis des objectifs, je veille à ce que le travail que je leur demande soit cohérent avec ces objectifs, je mets en place un accompagnement, et alors un temps de réflexivité qui en fait est un temps d'appropriation, de prise de recul et de compréhension de ce qu'on a fait. C'est la différence entre l'expérience et la compétence. Je vais prendre un exemple sportif. Vous jouez un match du sport que vous voulez, de rugby par exemple, et qu'est-ce que vous faites dans la semaine pour essayer d'être meilleur au match d'après? Vous vous entraînez, vous travaillez votre physique, vous faites de la muscu, des tours de terrain, etc. Vous faites de l'entraînement collectif, vous apprenez à jouer avec vos partenaires ou à améliorer ça, et puis vous faites de la vidéo. Et à la vidéo, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le match d'avant. Vous regardez comment vous avez fait, pourquoi vous avez fait de cette manière-là, ce qu'on aurait pu améliorer, ce qu'il aurait fallu faire, le mieux, etc. Bon, la phase réflexive, c'est la vidéo des sportifs. Je vais faire un retour sur la manière dont j'ai travaillé, je vais regarder si j'étais dans les clous par rapport aux normes professionnelles, si c'est comme ça qu'il fallait s'y prendre ou pas, ou si
il fallait faire autrement, si j'aurais dû, etc. Et si je peux mieux comprendre les actions que j'ai faites. Donc c'est pas un truc compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Simplement, c'est une étape indispensable du parcours. Et après, j'évalue. Donc tu vois que j'ai compris, c'est deux temps différents. Hein. Je regarde comment j'ai travaillé, est-ce que j'ai bien compris comment il fallait s'y prendre, etc. Et après, je regarde si je suis arrivé au niveau de compétences. Bon. Alors, je peux me servir de ça pour intégrer un nouveau salarié, pour prendre un nouveau poste, pour développer des compétences complémentaires, je vais donner des exemples de parcours. Et il y a peut-être, alors je ne sais pas si ça peut intéresser certains d'entre vous, mais la mise en situation de travail. La mise en situation, rien ne nous dit, parce que les gens traduisent souvent AFEST égale formation interne. Mais si vous voulez partager les compétences de vos salariés, très bien, on a des compétences dans l'entreprise, on voudrait que plus de gens possèdent certaines compétences. J'organise un transfert entre salariés en situation de travail. Parfait. Mais si je veux acquérir des compétences qui n'existent pas dans l'entreprise, il faut bien que j'aille les chercher ailleurs. Alors quand je vais les chercher ailleurs, je peux aller chercher dans un organisme de formation qui maîtrise ça et qui va me les transférer. Mais je peux aussi éventuellement aller les chercher dans une autre entreprise et organiser la situation de travail dans une autre entreprise. Alors dans ce cas-là, c'est un peu plus délicat parce que je vais avoir quelqu'un qui est salarié de l'entreprise et qui va travailler dans une autre, vous voyez, pour acquérir des compétences. Donc quand même, il faut l'organiser. C'est pas impossible, mais il faut l'organiser. Alors, je veux dire, les premiers qui m'ont fait travailler là-dessus, c'était des crèches. Des crèches qui développent des activités pour les gamins, et puis c'est des réseaux de crèches, donc ils ne sont pas en concurrence, donc ils travaillent en bonne intelligence entre eux, etc. Puis qui disaient, il y a des crèches qui ont développé des activités qui sont vachement sympas, on aimerait bien que nos salariés puissent les reproduire, sauf qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui va passer 2-3 jours dans la crèche pour participer aux activités, puis les assumer, puis qui ensuite sera capable de les faire chez nous? Donc on l'a mis en place, et il a fallu régler la question de c'est quoi le statut de la personne, etc. Alors, il faut conventionner, bien évidemment, hein, il faut que j'ai une convention, et je pense qu'il y a un point clé. Et d'ailleurs, on met tout ça dans la convention, alors si ça vous intéresse, j'ai un modèle de convention prêt à l'emploi pour faire ça, ouais, validé par des avocats, comme du coup, normalement clean, mais qui prévoit la chose suivante. Il faut régler deux choses. Parce que si vous avez un inspecteur du travail qui passe et qui voit quelqu'un bosser et qui dit « Toi, t'es qui? Tu viens d'où? T'es salarié de où? Je suis salarié de la boîte qui n'a rien à faire sur le chantier, mais je suis quand même là. » Bon, ça va faire un peu suspect. Donc, il faut le formaliser, il faut l'organiser. Les deux points clés sont les suivants. Un, il est hors de question que le salarié en formation se substitue ou remplace un salarié de l'entreprise qui accueille. Ça, si on n'a pas réglé ça, si on le fait autrement, c'est pas la peine de le faire. Et deux, il faut que le temps passé dans l'entreprise soit strictement le temps nécessaire pour acquérir les compétences. Je ne détache pas quelqu'un 3 semaines dans une boîte pour qu'il apprenne une fonctionnalité d'Excel. Oui. Donc, si je cale ces deux éléments-là, et qu'ensuite je traite le salarié dans l'entreprise comme un envoi en mission dans le cadre d'une action de formation, je n'ai pas de problème. Mais il faut bien le définir. Et donc ça peut permettre, alors je pense aux groupes qui ont plusieurs entités juridiques différentes, où ça peut être intéressant. Je pense aux relations distributeurs-installateurs, aux fournisseurs-installateurs, où j'ai besoin de former les gens. Est-ce que je peux former en situation de travail, etc. Je pense aux entreprises en réseau, enfin bref. On peut imaginer des tas de situations où ça va être intéressant d'envoyer les salariés à l'extérieur. Donc tout ça, ça peut s'organiser. La formation, c'est le sommaire, en fait, découper c'est une formation sur ce sujet-là, on a découpé la FEST en 11 étapes. Si on suit les étapes une à une, il n'y a aucun problème. On considère, en tout cas je considère que l'acte de former est un acte naturel. C'est-à-dire que tous, là, autant qu'on est, on a tous déjà formé quelqu'un. À commencer par nos enfants. Vous voyez, qui c'est qui leur a appris à parler? Ils n'ont pas appris à l'école, ils savaient avant. Écrire, peut-être que c'est l'école. Encore que, on a pu s'en occuper un peu. Mais peut-être que c'est l'école qui a appris à écrire. Mais parler, c'est avec nous qu'ils ont appris. Et comment on a fait pour leur apprendre à parler? Vous n'êtes pas mis devant un tableau à leur dire, tu vois, le petit, tu vois, ça c'est un... Tu vas prononcer le truc. Non, on leur a parlé.
on leur a parlé, etc. Et ils ont appris. Et ça, avec des collègues, etc., il y a plein de gens qui ont appris des choses. Donc, pour qu'on soit dans un cadre cohérent, qu'on le fasse de manière sérieuse et professionnelle, il faut l'organiser. Mais c'est naturel, il ne faut pas forcer ça. Il ne faut pas... D'ailleurs, c'est une question, je n'ai pas de réponse tranchée là-dessus, je ne suis pas dogmatique, mais est-ce qu'il faut former un salarié pour qu'il soit formateur? Voilà. Ou est-ce que je considère que, naturellement, tout le monde peut être formateur? Alors après, ça n'empêche pas de se professionnaliser, comme dans tous les secteurs. Hein. Tout le monde sait marcher, il y en a qui marchent mieux que d'autres, qui ont une démarche qui fait moins mal, qui va plus vite, etc. On peut toujours. Mais il y a une part naturelle dans l'acte, c'est inhérent aux humains. Enfin, on est dans le débat nature-culture, hein, on nous dit au final, quand on ne sait plus d'où ça vient, on nous dit qu'on est programmé pour apprendre. Donc, je veux dire, l'acte d'apprentissage est un acte naturel et propre à l'humain. Enfin, les animaux apprennent aussi, mais nous, on apprend de manière différente, avec des techniques plus développées, etc. Et donc, on peut... Alors ça, c'est une question qui est une question fondamentale, c'est si vous développez ce genre de choses, est-ce que vous considérez que tout salarié dans l'entreprise est potentiellement formateur? Et alors, prenons-le encore plus concrètement. Est-ce que quand vous faites, si jamais vous faites des fiches de poste pour vos salariés, est-ce que vous mettez parmi les missions le fait que transmettre les compétences correspondant à sa fonction fait partie de la fonction? C'est pas un autre métier, c'est pas autre chose. Ça fait partie du métier. Si je suis un bon professionnel du métier, je suis capable de transmettre. Si je maîtrise ce que j'ai à faire, je suis capable de l'expliquer à quelqu'un et de lui permettre de le faire aussi. Bon, alors est-ce que vous avez envie de développer cette culture-là? Est-ce que vous avez envie de diffuser ce message à l'entreprise? Est-ce que vous avez envie que les gens, vous voyez, quand vous leur dites, je travaille des employeurs dans le secteur de la santé, quand vous dites à un salarié, il faudrait qu'on te forme, les gens, ils traduisent, je vais aller passer 2 jours à l'extérieur. C'est automatique. Il n'y a pas d'autre représentation que ça.